Bonjour à tous, c'est Jean-François, bienvenue pour cette 5e vidéo sur ma chaîne Quand la nature nous parle. J'ai choisi aujourd'hui un thème un peu particulier, l'infiniment petit. Ce que par définition on ne voit pas vraiment et qui pourtant existe complètement partout, que ce soit en nous, que ce soit autour de nous. Nous sommes toujours entourés d'une substance, de quelque chose, de matière, j'allais dire. J'ai pas mal réfléchi avant de faire cette vidéo, mais je pense qu'il est important que je la fasse, non pas pour essayer de vous convaincre de quoi que ce soit, loin de là, mais plutôt de vous inviter à une réflexion. Une réflexion, je dirais, un peu intime et personnelle. Voilà. Et toujours dans l'idée de vous transmettre, on va dire, mon expérience à travers tout ce que j'ai déjà pu comprendre et voir. Je pense qu'il est temps maintenant donc de parler de l'infiniment petit. Voilà. Les choses, on va commencer par cette phrase parce que c'est important. Les choses visibles sont faites de choses invisibles. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. En fait, je vais vous parler des travaux du docteur Pinel. Ce docteur Pinel, c'est quelqu'un qui a découvert quelque chose de phénoménal en tant que tel. Il a étudié une cellule du corps humain. Sincèrement, je ne sais pas laquelle, mais je sais que c'est une cellule du corps humain. Et peu importe laquelle après tout, puisque elles fonctionnent toutes de concert de la même façon. Voilà. Alors, les travaux du docteur Pinel mettent en évidence 3 champs. Alors, pour commencer à expliquer, on va donner des définitions. Je vais essayer de rester très, très clair. La définition d'un champ, ça serait peut-être une région de l'espace où l'espace est structuré. C'est-à-dire que dans le rien, dans ce qu'on croit être le vide, il y a toujours effectivement quelque chose, c'est ce que je vous ai dit un peu au début. Alors Pinel nous dit ça, il nous dit qu'il fait une découverte, donc en étudiant une cellule du corps humain, et qu'il découvre 3 champs. Il les a appelés H1, H3 et H2. Alors il nous explique en premier temps que H1, c'est un terme qu'il a utilisé, un terme technique, c'est en fait un champ de matière, un champ qui est tout à fait concret. C'est en fait tout ce qui est et tout ce que nous sommes. Que ce soit les végétaux, la nature, le minéral, le monde animal, et bien sûr nous aussi les êtres humains. Nous sommes régis selon cette loi fondamentale associée aux 4 éléments. Ces éléments sont, vous le savez vraisemblablement, le feu, la terre, l'air et l'eau. Mais je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet des 4 éléments parce que ça fera l'objet d'une future vidéo où je vais expliquer un certain nombre de modèles de fonctionnement par rapport à cela. Je reviens sur le sujet, les champs morphogénétiques donc, du docteur Pinel. Le champ H1, c'est un champ concret, c'est la matière, c'est tout ce que l'on est, tout ce qui existe, etc. Ce champ, c'est un champ informationnel par définition. Pourquoi? Tout simplement parce que nous vivons dans cet univers avec une conscience et de ce fait, nous réalisons un certain nombre de choses qui sont en interaction avec nous-mêmes, tout simplement. Si je réfléchis, si je pense, si je fais un choix, je vais générer une action et c'est à partir de cette action que je vais avoir, on va dire, un certain nombre d'effets, tout au moins ce que je peux escompter d'effets positifs. Voilà. Parfois on fait des actions, elles ne sont pas forcément mauvaises au départ, mais elles ne se passent pas comme on voudrait, etc. Voilà, ça c'est l'univers, on va dire, du champ H1.
Jusque-là, ce champ H1 est un champ donc d'expérience. Hein. Nous allons faire l'expérience de cette vie avec toute notre bienveillance. On va essayer d'avancer comme on nous dit. Hein. Il faut avancer. Bon, voilà, à partir d'un point de naissance vers un point final qu'on connaît tous et qui n'est peut-être pas ce que l'on pense réellement. Voilà. Et le docteur Pinel nous explique tout cela. Grâce à cette découverte, il a repoussé, on va dire, les limites de la compréhension de la vie comme on la conçoit jusqu'à présent ou qu'on a pu la concevoir, c'est-à-dire basée sur une naissance issue d'un père et d'une mère, bon, un développement et puis une fin, une mort physique avec tout ce que l'on peut savoir de cette mort. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet non plus. Voilà. Il nous dit par contre que ce champ H1 il est associé à deux autres champs. Voilà, vous l'avez entendu, c'est le H3 et le H2. Alors qu'est-ce qui se passe exactement? En fait, il nous dit que le champ H1, qui est un champ informationnel, puisqu'il se passe des choses, hein, on vit, on bouge, on est actif, hein, on crée des situations, etc. Ce champ H1 va être en résonance en permanence avec un champ H2. Et ce champ H2, il dit qu'il est hors de notre notion d'espace-temps. Alors c'est particulier, et en fait il s'appuie là-dessus en parlant de ce qu'on appelle l'ADN. Et il dit qu'il y a dans cet ADN des informations, et donc ce champ, effectivement, est un champ de mémoire, le champ H2. Mais il n'est pas régi selon les mêmes lois que le champ H1, qui lui est purement un champ d'expérimentation, un champ de vie, un champ, on va dire, électromagnétique, puisque à toute action électrique se dégage un champ magnétique. Bon, jusque-là, ça reste relativement simple. Mais il nous dit qu'en fait, nous avons donc, à travers ce champ H2, un lien très particulier qui est basé sur les fameuses mémoires. Et ces mémoires, alors bien sûr, il y a les mémoires génétiques, celles qu'on connaît, de nos parents, de nos arrière-grands-parents, etc., etc. Jusque-là, on sait comprendre ça. Ça va définir, on va dire, notre morphologie, c'est-à-dire notre ressemblance par rapport à nos parents, nos grands-parents, etc., etc. Mais aussi nos traits de caractère, certaines particularités. Voilà, et on va dire, tiens, un tel, il me fait penser à mon grand-père ou à ma grand-mère ou je ne sais pas qui, bon bref, etc. Il est vraiment comme lui ou il est vraiment comme elle, c'est incroyable. Bon, voilà, tout ça vous en avez déjà entendu parler et vous le savez puisqu'on a déjà dû vous dire, ben toi, tu es vraiment, voilà, c'est pas le facteur qui t'a fait, tu ressembles tellement à ton père ou à ta mère, bon bref, voilà, petite parenthèse d'humour. Ce champ H2, en fait, il détient aussi une autre information, et c'est sur cette information que je vais essayer de vous sensibiliser. En fait, ça va bien au-delà que de la partie génétique, morphologique par définition. Il y a aussi là-dedans ces fameuses mémoires. Alors, dans le terme, on parle de mémoire de l'akasha, mémoire akashique, qui voudrait dire en gros toutes les mémoires de l'ensemble de l'humanité, qui seraient, on va dire, reliées de concert avec nous-mêmes dans notre vie de tous les jours, à travers cet ensemble, cette matrice, quelque part, qui aurait, elle, un modèle de fonctionnement. C'est-à-dire qu'elle ne peut enregistrer de façon définitive que des événements qui ont été stabilisés. Stabilisés, c'est-à-dire polarisés, entre un plus et un moins, il faut qu'il y ait un équilibre. Et du reste, c'est vrai que si notre plus et notre moins se déséquilibrent dans notre corps, de manière générale, ça peut nous conduire à être malade tout simplement, à avoir des difficultés au niveau métabolique, mais aussi au niveau psychologique. Et là-dedans viennent effectivement se greffer ces fameux 4 éléments dont je vous ai parlé, qui viennent rajouter, j'allais dire, ou peut-être consolider cette notion de polarité. Voilà. Donc, à partir du moment où je suis déséquilibré, cet événement que je vis dans mon champ H1, par exemple, ben, il va aller s'enregistrer effectivement, instantanément dans ce champ H2, mais s'il n'est pas stable, s'il n'est pas cohérent, il va se mettre dans une région un peu particulière de ce champ H2, et
pour une fois, si je revis de nouveau un événement similaire, en fait, cet événement va se réactualiser et je vais le redécouvrir à nouveau comme étant une expérience dans mon champ H1. Alors, j'espère que vous allez me comprendre parce que je sais que ce n'est pas forcément évident d'expliquer cela, mais c'est pour autant comme ça que ça se passe. Donc, je vais essayer de faire une traduction simple. Prenons un exemple. Dans ce champ H2, il y a une mémoire d'un aïeul, par exemple, à qui, à une date X ou Y, bref, il est arrivé une situation particulière et que cette situation a été terrible pour lui et que de son vivant, ça l'a commis peut-être à un acte irréparable. On ne va pas le définir, mais bon, un acte grave par définition. Ben moi, n'ayant aucune connaissance de cet événement, parce qu'il remonte à plusieurs dizaines ou peut-être plusieurs centaines d'années, je peux être confronté à la même réaction que ce personnage, bien qu'étant séparé de lui par, comme je vous l'ai dit, un temps certain. Qu'est-ce qui se passe? Ce champ H2 non stabilisé, comme je vous l'ai dit, détient toutes les mémoires. Et moi, voilà, je vais vivre des choses, et je vais rentrer en relation avec ces mémoires, mais en fait, je ne le sais pas parce qu'on ne me l'a jamais expliqué, et du coup, je vais essayer de comprendre ou d'interpréter à ma façon ce qui s'est passé réellement. Mais pour que cela fonctionne, Pinel nous dit qu'il y a un champ H3, donc qui est entre les deux. On a un champ H1, un champ H3 et un champ H2. Il dit que ce champ H3, il a découvert qu'il a une particularité, c'est ce qu'on appelle la piézoélectricité. Alors c'est un mot un peu bizarre pour ceux qui ne connaissent pas, mais en fait ça veut dire que ce champ a la particularité de transformer des ondes, entre guillemets, en matière, c'est-à-dire en quelque chose qui va devenir visible. Les ondes étant par définition invisibles, elles vont générer en fait une action qui elle va l'être. Alors pour faire simple, un exemple de la piézoélectricité, c'est notre cerveau. Notre cerveau émet des ondes que l'on ne voit pas, mais qui vont permettre de créer une action qui elle va être visible par le fait de, par exemple, je bouge mon bras. Voilà, tout simplement. Donc la piézoélectricité, c'est ça, transformer une onde en matière, ou en action, ou tout au moins en quelque chose de concret. Alors il nous dit que ce champ H3, il a une particularité aussi intéressante, c'est qu'il est à la fois miscible, c'est-à-dire il peut se mélanger dans le H1, mais il peut aussi faire l'interface dans le H2, qui lui, je vous le répète, est complètement immatériel, par définition, puisqu'il ne contient que des mémoires. Et là, c'est intéressant parce que du coup, on comprend comment, en fait, ces deux univers séparés, mais je vous rappelle qu'on est au niveau cellulaire, hein, donc dans l'infiniment petit, ces deux univers séparés vont pouvoir communiquer grâce à ce champ central, qui est le champ H3, qui lui n'aura de cesse que de faire l'alternance entre le vécu et le ressenti, c'est-à-dire ce qui s'est passé par rapport à une action. Et c'est là où il peut y avoir, donc comme je vous le citais dans le cas de cet aïeul, imaginez que voilà, il s'est passé un événement trouble, obscur dans sa vie, etc. Moi, je vais revivre une situation analogue, mais je n'en sais rien de tout ça. Et je risque d'être confronté, si c'est le cas, à la même réaction que ce personnage a eu bien plus tard. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, cette mémoire non stabilisée dans le champ H2, une fois perçue par le H2, l'intelligence, on va dire, du champ H2 va dire « Ah, ça je connais, c'est un truc qui n'a pas été réglé, je le renvoie dans le présent pour que celui qui est en train d'en faire l'expérience puisse peut-être, on l'espère, régler cela. Mais si je ne le sais pas, rien ne m'empêche d'agir comme mon aïeul ou je ne sais trop qui, en faisant peut-être quelque chose qui de nouveau va me créer des torts. Et là, je me retrouve en boucle à revivre des situations, et peut-être certains d'entre vous peuvent ou pourront en témoigner, c'est-à-dire on a l'impression qu'il y a des choses qui se répètent. Alors on va dire c'est la fatalité, c'est le destin, c'est le hasard, c'est la malchance, c'est je ne sais pas quoi. C'est peut-être tout simplement une mémoire du champ H2 qui cherche à revenir dans le plan du H1, donc du concret, pour être tout simplement stabilisé. Donc l'idée c'est effectivement d'être conscient de cela, de pouvoir en faire l'analyse, parce qu'à partir du moment où on en est conscient, on a un accès dessus. Voilà, je suis conscient que je tiens un bâton dans ma main, je peux l'attraper, tout simplement, et en faire
ce que je veux. Mais si je ne le sais pas, ça va être compliqué et du coup je peux me retrouver coincé quelque part à revivre en boucle des situations que je ne maîtrise pas et qui vont être certainement vécues de façon pulsionnelle. Parce que l'information détenue dans le champ H2, c'est un peu comme s'il y avait une espèce de compression à l'intérieur et plus je vais compresser, plus il va y avoir cette éjection en fait vers mon plan à moi, hein, mon H1 à moi, c'est-à-dire mon champ vital tout simplement dans lequel je vis, je suis, etc. etc. Et forcément, si je n'ai pas cette compréhension, ça va être compliqué. Voilà. Donc ce champ H3, il est intéressant parce que du coup, du fait qu'il est miscible dans les deux, c'est-à-dire dans le H1 et dans le H2, je vais pouvoir m'en servir si j'ai la connaissance de ces fameux champs morphogénétiques de Pinel, tout simplement en prenant conscience et me disant, hop là, ça fait 2 fois que je vis ça, ou cet événement, c'est pas possible que je me mette en colère ou que je sois dans telle situation parce que d'habitude je suis quelqu'un qui me contrôle ou je ne sais pas trop quoi. Hein, voilà, on m'a appris un certain nombre de techniques. Pourquoi ça me met tant hors de moi, hein, entre guillemets. Vous voyez, le hors de moi, en fait, c'est un peu cette image-là qui est intéressante. Eh bien, tout simplement, si j'ai cette connaissance-là, je vais dire, ok, c'est mon champ H2 qui me parle, donc il faut que je comprenne ce que je dois faire avec ça. Et là, je peux désamorcer en fait ce principe de pulsion par la conscience en me disant, ok, je ne vais pas réagir comme en fait il serait logique que je réagisse, mais je vais accueillir cela avec une espèce de bienveillance, c'est pas toujours simple, hein, parce qu'il y a la violence de l'événement hein, qui est là, en me disant non, quelqu'un dans ma lignée de vie, je ne sais trop qui, a dû vivre quelque chose qui est dans cet esprit-là, mais vu que je le sais, je vais tout simplement peut-être ne rien faire, c'est-à-dire ne pas réagir. Et le fait de ne pas réagir ou de réagir positivement en me disant, bon ok, voilà, j'ai compris ça, et bien tout simplement, le champ H2 va pouvoir séquencer, harmoniser, accepter ce changement en tant que stable. Et du coup, le plus et le moins s'équilibrent, il n'y a pas d'excès, et là, ça peut être mémorisé de façon définitive dans ce champ H2, et c'est fini avec ça. Donc, il faut être très attentif dans vos vies respectives à tout ce que vous vivez. Et si toutefois il vous arrive d'avoir ces perceptions de pulsion et d'incompréhension face à un événement, peut-être vous êtes en train de revivre quelque chose qui ne vous appartient pas. Mais comme on ne vous l'a pas expliqué, vous ne savez pas quoi en faire, donc vous allez peut-être utiliser des chemins thérapeutiques ou autres qui sont inutiles parce que la réponse n'est pas là. La réponse, elle est en vous, elle est au centre, elle est à l'intérieur de vous, elle est dans l'infiniment petit, puisque nous sommes nous-mêmes, bien sûr, c'est pas un scoop, hein, un ensemble de cellules vivantes qui vivent selon cette loi de ces fameux 3 champs morphogénétiques. Voilà. Donc la génétique et le morphique se réunissent. On a donc effectivement cette compréhension. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir, j'allais dire, vivre mieux et tout au moins nettoyer en permanence ce champ H2 qui, pour certains d'entre nous, hein, c'est l'histoire, vous savez, de l'œuf de la poule hein, qui était là avant. C'est un peu compliqué de le définir comme ça, mais si vous prenez un raisonnement simple, hein, vous êtes là, au-dessus de vous, il y a 2 parents, puis au-dessus de chacun de vos 2 parents, il y en a encore 2, etc., etc. Mais en fait, jusqu'où ça va? Qui sommes-nous? D'où est-ce qu'on arrive? Voilà. Bon, c'est des questions un peu métaphysiques, certes, mais en fait, ça amène une réflexion. Et cette réflexion, c'est celle que je voulais essayer de vous expliquer par ces fameux champs morphogénétiques du docteur Émile Pinel, dont vous trouverez un certain nombre d'explications avec des schémas. Hein. Vous verrez, il y a 3 sphères, c'est relativement bien expliqué. Et vous retrouverez ça, bien sûr, sur Internet si vous en faites la recherche. Et si vous avez des questions, je pourrais effectivement vous répondre là-dessus, parce que c'est un sujet que j'ai expérimenté déjà depuis plusieurs années, dont je me sers très régulièrement, parce que je suis aussi soumis à cela. Et j'essaye donc de nettoyer en permanence ces mémoires du champ H2 qui sont polluées par un certain nombre d'événements traumatiques dans des préalables, ou des événements tout au moins difficiles. Et quelque part, c'est un peu aussi ce qu'on appelle la mission de vie. Voilà, vous savez, cette idée qu'on se fait, mais pourquoi je suis là, pourquoi je vis ça, pourquoi j'ai pas de chance, pourquoi j'arrive pas à faire je ne sais trop quoi. Eh bien, tout simplement, il y a peut-être effectivement, voilà, dans cette mémoire du champ H2, des choses qui ne sont pas correctes, et donc le système, par définition, hein, va vous proposer de les nettoyer, vous, en tant qu'expérience humaine,
de façon à stabiliser tout ça. C'est ce qu'on appelle plus ou moins le cheminement de l'âme, bon, donc ça vous le savez, où on dit que l'âme doit s'épurer en choisissant une expression de vie particulière pour vivre une expérience elle aussi personnelle et en fait s'enrichir jusqu'au moment où elle aura acquis le savoir, la sagesse et l'amour nécessaires pour se stabiliser. Voilà. À notre niveau, au niveau cellulaire, c'est un petit peu ce qui se passe en nous. Et alors ce qui est intéressant, c'est que Pinel nous annonce une chose aussi, je vous l'ai dit, la mort n'est pas ce que l'on pense. Parce qu'il constate que la mort cellulaire qui existe naturellement dans notre corps, hein, on a des cellules qui meurent tout le temps et certaines se régénèrent jusqu'au moment où on a moins de régénération que de mort et du coup on vieillit tout simplement. Et puis après on meurt naturellement ou pas, bref, c'est un peu c'est l'histoire de la vie on va dire. Mais lorsque ces cellules meurent, entre guillemets, il s'est aperçu qu'il subsistait un seul champ, et ça c'est assez intéressant, le champ H1 donc disparaît, hein, puisque là, une fois la mort cellulaire survenue, il ne se passe plus rien, il n'y a plus aucune action physique à l'intérieur de cette cellule-là. Et par contre, il a constaté qu'il subsiste donc en fait le champ H2 se déverse dans la partie immatérielle du champ H3, je vous l'ai expliqué, le champ H3 il est miscible des deux côtés, et là il subsiste quelque chose qu'il a appelé un éclair de vie, qui est donc le déversement de cette mémoire du champ H2 dans cet éclair de lumière. Et alors c'est une image qui est assez jolie parce qu'elle représente aussi l'ombre et la lumière, hein, donc le jour et la nuit, etc., tous ces rythmes-là. Et parfois, effectivement, la nuit la plus obscure est finalement remplie quelque part d'une lumière, mais pas forcément la lumière que l'on pense, et pas forcément celle que l'on croit comme étant perceptible par nos yeux. Voilà, c'est une autre forme de lumière. Mais retenez ça, c'est que la mort cellulaire entraîne effectivement la perte du champ H1, mais que le champ H2, ce fameux champ de mémoire, se déverse dans la partie immatérielle du champ H3 et continue à exister dans un éclair de lumière. Voilà, c'est cette image qui est intéressante parce que par ce fait, il tente à démontrer, alors on en fait ce qu'on veut avec ça, hein, mais il tente à démontrer l'existence tout simplement de la vie après la mort. Voilà. Sachez que la mort cellulaire est constante, qu'elle n'est pas quelque chose d'anormal par définition. Et pour autant, on est toujours contraint à des angoisses quand on parle de vie, de mort, etc. On se dit, oh là là. Donc il faut essayer de nettoyer en permanence ces mémoires-là. Il faut essayer pour autant d'être le plus équilibré possible, je vous l'ai dit, le plus et le moins, en fait, le yin et le yang, c'est pareil, tout ça. Ce sont les mêmes notions. Et pour ce faire, si vous avez vous avez connu, parce que vous l'avez vu dans les précédentes vidéos, cette phase d'éveil spirituel, etc., il faut essayer d'être dans la nature le plus souvent possible. Parce que dans cette nature, en fait, ces quatre éléments existent et ils s'harmonisent de façon absolument merveilleuse. Et moi étant, par exemple, imbibé dans cette nature, j'ai pas besoin de faire grand chose, il suffit juste que je me laisse aller un peu à la méditation, etc. Et du coup, je vais me rééquilibrer. Voilà. Je vous parlerai d'une autre technique qui est un peu plus spécifique dans une prochaine vidéo, avec des postures à avoir, etc. Mais déjà, sachez et retenez ça, c'est que le simple fait d'aller faire une balade d'une heure dans la nature va vraiment vous revitaliser et tout au moins vous permettre de vous ressourcer et de nettoyer en même temps avec cette conscience, j'insiste là-dessus. Donc faites circuler cette information si vous ne la connaissez pas. Si vous la connaissez, ben, faites-la circuler aussi de toute façon, parce qu'il est important de l'enseigner au plus tôt, et même à nos enfants en leur disant, bon voilà, ne t'inquiète pas, si jamais il se passe des choses dans ta vie que tu ne comprends pas, ben, il y a peut-être une explication, et cette explication c'est peut-être celle que le docteur Pinel nous a livrée en son temps, puisque je crois de mémoire qu'il est décédé en 1985, mais je le salue personnellement, quelque part, parce que vraiment ce personnage a fait un travail remarquable. Il a même écrit un livre très difficile de se le procurer qui s'appelle Vie et mort, qui est très intéressant. Alors si vous avez la chance de vous le procurer, il explique tout cela. Alors il est complètement athée, hein. Il n'y a pas d'expression de religion dans ses calculs, c'est un mathématicien à la base, hein.
biologiste et mathématicien. Donc vous verrez, c'est parfois un peu compliqué, mais ça explique les choses clairement. Et je crois même me souvenir que un jour il a dit que Dieu, en se projetant dans son Fils, se coupa à tout jamais de ce dernier. Et lorsqu'on lui a posé la question, mais enfin, Monsieur Pinel, vous parlez de religion? Oh, non, non, pas du tout. Non, non, c'était juste une image. Voilà. Donc quelque part, cet homme a dû être investi aussi de ce savoir. Et effectivement, il est arrivé à dire cette phrase-là qui, pour, on va dire, une personne athée, est un peu particulière. Voilà. Mais sachez que nous sommes tous quelque part réunis de façon intime et immédiate, que ce qui se passe ici, là, maintenant, dans cet endroit, ben, se passe déjà ailleurs, d'une autre façon, et que tout ça est en corrélation, et que nous sommes l'expression, entre guillemets, de ces deux interfaces, entre le monde connu et le monde inconnu, entre le monde visible et le monde invisible. Nous sommes les témoins, entre guillemets, de cela. Et il faut donc développer, on va dire, gentiment, sagement, tranquillement, à son rythme. Il ne faut pas chercher à aller trop vite. Ces connaissances-là, si toutefois, évidemment, elles vous interpellent, elles vous préoccupent, mais faites-le naturellement. N'allez pas chercher très très compliqué, parce qu'en fait, c'est pas vraiment compliqué, mais c'est vrai qu'il faut avoir la bonne information pour pouvoir appréhender cela avec, je dirais, une certaine aisance, voilà, une certaine facilité. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez appuyer là sur le petit pouce vers le haut. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez recevoir des informations lorsque je mettrai des prochaines vidéos en ligne. Et c'est ce que je vais faire très régulièrement. Merci pour votre écoute. J'espère que tout cela va pouvoir faire avancer les choses, j'en suis convaincu, dans le bon sens. Je vous dis à très bientôt et merci pour tout.